Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La fête du travail ce 1er mai a été célébrée dans de nombreux pays. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a été présidée par le Premier ministre Patrick Kachi. Une célébration sobre en raison du coronavirus. Les centrales syndicales ont fait des doléances pour l'amélioration des conditions du travail. Le Premier ministre réitère le soutien du gouvernement aux travailleurs en Côte d'Ivoire. On est au travail. C'est le vœu du chef de l'État et de son gouvernement qui veut une Côte d'Ivoire au travail, une Côte d'Ivoire qui s'appuie sur sa diversité et qui engage ses filles et fils à sa construction. Le défi est lancé au sommet de l'État. On s'attelle à matérialiser cette vision d'une Côte d'Ivoire au travail et solidaire. Nous aurons un grand format consacré aux jeunes en milieu professionnel. Comment les travailleurs passent-ils cette période de Ramadan? Réussissent-ils à allier jeunes et travail? Mois de Ramadan, quel impact sur le rendement, la qualité du travail? Bénéficient-ils de faveurs de leurs supérieurs hiérarchiques? 1er mai, sous haute tension en Turquie, en ce jour de la célébration de la fête du travail, la police turque a arrêté des dizaines de personnes qui essayaient de défiler pour le 1er mai à Istanbul, malgré une interdiction de manifester édictée pour cause de pandémie de coronavirus. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous parlons littérature ce soir avec notre invité Ali Ouattara, défenseur des droits de l'homme, coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI. Et il vient donc d'intégrer la grande famille des auteurs ivoiriens avec son œuvre intitulée Côte d'Ivoire, CPI, mariage d'amour ou de raison. Qu'est-ce qui fonde au juste la ratification du statut de Rome par les États partis, dont la Côte d'Ivoire? Si le cœur a ses raisons, que la raison ignore, le mariage CPI, nation, est-il un mariage d'amour ou plutôt de raison? Notre invité nous répondra et il est avec nous. Bonsoir, monsieur Ali Ouattara. Bonsoir. Alors, plus de 20 ans après la création de la CPI et 8 ans après la ratification du statut de Rome par notre pays, vous vous interrogez sur les motivations du rapport Côte d'Ivoire-CPI. Est-ce un mariage d'amour ou de raison? Bien, merci beaucoup. En 2003, la Côte d'Ivoire a scellé un mariage avec la CPI sous le régime de M. Laurent Gbagbo en reconnaissant les compétences juridictionnelles de la Cour conformément à l'article 12.3 du statut de Rome de la CPI. Et en 2015, le président Alassane Ouattara également a réitéré, a confirmé ce mariage à travers la ratification du statut de Rome de la CPI. La Côte d'Ivoire devenant ainsi un État parti, le 122e État. Donc la question que je me pose à travers ce ouvrage, c'est de savoir si c'est un mariage d'amour ou de raison. Et vous nous en direz davantage. Voilà, dans la page culture, on va se retrouver dans une trentaine de minutes. C'est bien de suspendre ici pour donner la possibilité aux téléspectateurs de nous suivre et de connaître la raison. Ce sera tout à l'heure. On se retrouve dans une trentaine de minutes. Monsieur Ali Ouattara, vous restez pour le moment avec nous. On a célébré aujourd'hui la fête du travail, c'est le 1er mai. La célébration officielle a eu lieu à la primature. Elle a été présidée par le Premier ministre Patrick Kachi. Une célébration sobre en raison de la pandémie de Covid-19. Les centrales syndicales ont fait des doléances. Nous y reviendrons. Une Côte d'Ivoire au travail, justement, c'est le vœu du président de la République, Alassane Ouattara, une Côte d'Ivoire qui s'appuie sur sa diversité et qui engage ses filles et fils à sa construction. Le défi est lancé au sommet de l'État. On s'attelle à matérialiser cette vision d'une Côte d'Ivoire au travail et solidaire. Au niveau des ministères, on mise sur l'action et les résultats sur le terrain. Alexis Ouedraogo. Lors de sa récente rencontre avec les populations du Grand Sud et de l'Est, le chef de l'État Alassane Ouattara a levé un coin de voile sur l'un de ses objectifs, l'équilibre régional. Et c'est d'ailleurs l'exercice qui a prévalu lors de la formation du nouveau gouvernement. Patrick et moi, nous avons pris la carte de la Côte d'Ivoire et nous avons regardé, j'ai dit, nous avons 12 districts. Et 2 districts autonomes. Cela fait 14. J'ai donné instruction au Premier ministre que je voulais que chaque district ait au moins 2 ministres, ce qui fait 28. C'est important que la possibilité de servir notre pays soit donnée à toutes les régions, à toutes les générations,
Et je suis très fier que nous ayons réussi à le faire, Patrick et moi. Mettre tout le monde au travail, chaque district, chaque région pour construire la Côte d'Ivoire, le bien commun, à l'heure des défis mondiaux. En formant ce gouvernement, nous avons travaillé pour rassembler les Ivoiriens. Les gens ont parlé de gouvernement d'union, mais je trouve que ce gouvernement est le véritable gouvernement d'union. Je dirais le gouvernement des patriotes. Et dans cette Côte d'Ivoire tournée vers l'avenir qui demande l'implication de tous, le travail sera la clé du succès, avec l'engagement bien sûr de chaque Ivoirien à être une meilleure version de lui-même. Et nous sommes le 1er mai aujourd'hui, c'est la fête du travail. L'événement a été célébré en Côte d'Ivoire à l'instar des autres pays. La cérémonie officielle a été présidée par le Premier ministre Patrick Kachi, une célébration sobre en raison de la pandémie de Covid-19. Les centrales syndicales ont fait des doléances pour l'amélioration des conditions de travail. Le Premier ministre rassure, le gouvernement continuera de soutenir les entreprises et les populations en cette période sanitaire. Alessi Ouedraogo. Ce 1er mai à la primature, la parole est aux travailleurs. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale, le gouvernement a su maintenir le dialogue social qui a ouvert le champ des possibles. Grâce au dialogue social auquel ont eu recours le gouvernement et les partenaires sociaux dès l'entame de la crise sanitaire, des mécanismes adéquats ont été identifiés et mis en œuvre, ce qui, au demeurant, a permis de diluer les efforts de la crise et de contribuer à la résilience des entreprises. Si les centrales syndicales saluent les efforts de l'État face à la Covid, elles demandent un peu plus d'accompagnement. À ce jour, près de 1 800 000 travailleurs ont perdu leur travail du fait de la maladie. Humanis demande l'assouplissement des conditionnalités auxquelles sont soumises les entreprises pour les pré-Covid. Plus de diligence dans le traitement des dossiers pour l'indemnisation des travailleurs directement impactés par la Covid-19. Autre doléance, l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'électricité, la revalorisation du SMAG, l'ouverture des négociations portant sur le minima catégoriel, des points que porte aussi l'Union nationale des travailleurs qui salue les acquis de ces derniers mois. L'UNATECID ne saurait égrener les acquis obtenu sans exprimer son infinie gratitude à son Excellence le Président de la République pour la subvention accordée aux centrales syndicales chaque année. Le paiement effectif du stock des aérés de certains fonctionnaires et agents de l'État. Et surtout, le recrutement dérogatoire en 2020 de 200 personnes en situation de handicap. L'Union plaide entre autres pour l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique, la garantie de l'exercice syndical, le report de la date d'expiration de l'ancienne carte nationale d'identité et la prise de conscience au sein du secteur éducation. Un plaidoyer partagé par la FESACI qui invite la primature à être le point d'ancrage du dialogue social. Que le Conseil national du dialogue social soit l'ancrage de la primature, pour lui permettre d'avoir de certaines autonomies et d'agir sur les conflits sociaux en tant que facilitateur, arbitre et en jouant son rôle de prévention. La centrale Dignité, elle s'appesantit sur un cas spécifique, celui du personnel de maison. Solennellement, à cette tribune, la CSR Dignité fait le plaidoyer auprès du président de la République d'inscrire la question de la déclaration des personnels domestiques de toutes les autorités de la République comme critères ou conditions préalables à leur nomination. La centrale invite à mieux outiller les inspecteurs du travail en vue de garantir la sécurité des travailleurs, à revaloriser la prime du transport et l'allocation familiale pour les agents de la fonction publique et surtout à mettre en place une assurance chômage face à la Covid. Suppression des impôts sur les pensions de retraite, meilleure organisation du temps du travail, révision de l'IGR pour les femmes. Le GTCI demande plus d'innovation pour garantir la stabilité dans le pays. Nous demandons au chef de l'État d'instruire le gouvernement à poursuivre et même innover les efforts en vue de la normalisation du tissu économique et de la stabilisation de l'état sanitaire
des travailleurs dus à la COVID-19. L'UGTCI voudrait une riposte encore plus rigoureuse contre toutes les formes de criminalité et de terrorisme. Auditeur attentif, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État à toujours améliorer le climat social. Nous avons écouté avec une grande attention toutes vos doléances et vos revendications de ce jour. J'ai instruit, comme il vous l'a indiqué aujourd'hui, Monsieur le ministre en charge de l'Emploi, de vous recevoir dans les prochaines semaines afin d'examiner ensemble, dans le détail, chacune des questions et préoccupations que vous avez évoquées. Pour l'heure, j'ai l'honneur de vous annoncer que le président de la République, qui salue particulièrement l'écoute et le respect des engagements, a autorisé le versement de la subvention de 800 millions de francs CFA aux syndicats actifs au titre de l'année 2021. Le Premier ministre a invité les travailleurs à se mobiliser pour la lutte contre la Covid-19 en se faisant vacciner. Aujourd'hui, notre pays envisage de meilleures perspectives grâce notamment à la disponibilité du vaccin contre la Covid-19. Je voudrais donc inviter les travailleuses et les travailleurs à se faire vacciner, et notamment leurs éminents représentants syndicaux dont la valeur d'exemple est clé, afin que nous puissions tourner toujours plus vite la page de cette pandémie. Ceci est d'une importance capitale et au-delà des travailleurs, c'est à toute la population que je souhaiterais également m'adresser. La lutte pour l'éradication de la pandémie est un enjeu sanitaire et économique majeur pour le développement de notre pays. Patrick Kachi n'a pas manqué de saluer la trêve sociale conclue depuis 2017 qui a contribué à freiner la spirale des grèves à répétition dans le pays. Et en cette période de crise sanitaire, les entreprises sucrières ivoiriennes bénéficiaient de l'appui du gouvernement. Justement, l'État de Côte d'Ivoire et ses entreprises sucrières ont signé en présence du Premier ministre Patrick Kachi un contrat devant leur permettre d'améliorer leur productivité, d'augmenter leurs capacités afin d'assurer l'autosuffisance en sucre. Et cela sur une période de 5 ans, nous rapporte Abou Sanogo. L'État de Côte d'Ivoire apporte son appui aux entreprises sucrières ivoiriennes. Cette signature d'un contrat plan avec les sociétés sucrières ivoiriennes sur une période de 5 ans, durant laquelle elles devront s'engager à réaliser des investissements nécessaires pour augmenter leur capacité, réaliser l'autosuffisance en sucre, en vue de garantir des prix compétitifs pour les ménages dans le cadre de la lutte contre la vie chère et le maintien de l'interdiction des importations de sucre sur une période de 5 ans, et l'aboutissement des discussions entre l'État de Côte d'Ivoire et les entreprises sucrières ivoiriennes. À travers la signature de cette convention, les entreprises sucrières s'engagent à réaliser des investissements de plus de 150 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025, dont environ 71 milliards pour Sucaf et 79 milliards pour Sucre Ivoire, d'augmenter la production de sucre de ces deux entreprises qui passera de 206 000 tonnes en 2021 à environ 255 000 tonnes en 2025, d'améliorer la compétitivité du sucre en s'engageant à partir de l'année N+2 à réviser les prix de vente des différentes catégories de sucre en fonction de l'évolution des coûts de production. Les entreprises sucrières s'engagent à investir dans les 5 années à venir pour améliorer leur niveau de compétitivité. La signature de ce contrat traduit la volonté des deux parties d'œuvrer pour le développement et la pérennisation d'une filière sucre compétitive, performante au service des populations. Nous nous engageons à investir dans les 5 années à venir la somme de 150 milliards en vue d'améliorer l'outil de production. L'État du Côte d'Ivoire, pour sa part, s'engage à accompagner les sociétés sucrières ivoiriennes. Le gouvernement s'engage à maintenir la mesure d'interdiction des importations de sucre sur les 5 prochaines années, à renforcer le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des mesures d'instauration d'un environnement juridique et réglementaire propice pour faciliter les investissements, notamment la lutte contre l'importation frauduleuse du sucre. Je tiens toutefois à rassurer les autres industriels utilisant le sucre comme intrant. Durant cette période, les importations spéciales de sucre seront réalisées exclusivement par les sociétés sucrières pour couvrir 50% des besoins des entreprises industrielles utilisatrices de sucre à un prix de vente à marge nulle.
sur la base de l'évaluation des besoins exprimés par ces industries. La différence des besoins, 50%, sera fournie par les sociétés industrielles sucrières locales. En somme, ce contrat-plan va permettre d'accroître la production locale du sucre et d'améliorer la compétitivité de cette filière stratégique de l'économie. Et le bien-être des travailleurs a été évoqué à Bouaké ce samedi 1er mai, jour de la fête du travail. Sobre célébration en raison de la pandémie de Covid-19. Les travailleurs de la région de Gbeke ont présenté leurs difficultés et attentes. Léon Brou. 1er mai 2021 à Bouaké. Fête du travail en salle dans le respect des mesures barrières à la Covid-19. Cette pandémie aussi responsable du bouleversement du monde du travail. À l'origine, réduction des charges et temps de travail, licenciement d'employés, ainsi que révélé par l'UGTCI, Dignité, Humanisme, UNATRCI, FENATCACI et FESACI. Pour ces centrales syndicales, la Covid-19 en rajoute à l'environnement du travail de Gbeke, déjà précaire, du fait de la délocalisation et de la fermeture des plus importantes unités industrielles de la région. Si au niveau de la filière coton, au niveau de l'ANACAD, les choses vont mieux, au niveau de Bouaké, pratiquement toutes les entreprises textiles sont fermées. Sur les acquis sociaux, les centrales syndicales saluent les efforts du gouvernement en ce qui concerne notamment le SMIG, les primes du secteur privé. Elles encouragent entre autres l'accélération de la réforme du statut général de la fonction publique, la valorisation du salaire minimum agricole garanti. À ces doléances, le corps préfectoral promet la réponse du gouvernement. L'amélioration de vos conditions de vie et de travail et surtout la rénovation des industries de Bouaké avec un plan Marshall, je puis vous rassurer que le gouvernement a conscience et attache un intérêt indéfectible à la situation particulière de Bouaké et que des dispositions particulières sont à l'étude. Cheville ouvrière de la célébration de la fête du travail à Bouaké, la direction régionale du travail de Gbeke. Et pas trop loin de là, à Korogo, la fête du travail a été célébrée à la salle Alassane Ouattara de la préfecture et l'événement a réuni les responsables des couches socio-professionnelles de la région du Poro. Dans les différents messages, vous allez les entendre, les syndicats ont félicité le président de la République pour ses actions sociales, sans oublier, bien sûr, de présenter leurs doléances à Mississoko. Nous sommes à la 135e journée de la fête du travail dans le monde entier. Commémoration de la Journée internationale du travail. Cérémonie timide à la salle Alassane Ouattara de la préfecture de Korogo. Pas grand monde pour célébrer l'événement en raison de la Covid-19. Mais la centrale syndicale Humanisme, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, et les responsables des couches socio-professionnelles sont venus donner de la voix pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Au plan des infrastructures, le changement climatique a rendu le problème de l'eau potable crucial, surtout dans nos villages. Or, l'eau est source de vie. La centrale syndicale Humanisme demande la réparation des anciennes pompes villageoises et la réalisation de nouvelles pompes. Aussi, la centrale syndicale Humanisme plaide pour le lancement effectif des travaux de bitumage déjà programmés des routes Korogo-Dikodougou et Korogo-Mbengue. C'est le lieu ici de féliciter tous les travailleurs pour leur contribution au maintien des activités économiques essentielles ou indispensables et les encourager à poursuivre leurs efforts pour le respect des mesures barrières dans leur famille et leur lieu de travail. Le préfet des régions du Poro a mis en lumière les actions initiées par le chef de l'État Alassane Ouattara afin de permettre aux populations de mieux résister contre les effets néfastes de la Covid-19. Entre autres, le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles d'exportation, le fonds d'appui au secteur informel et le fonds Covid-Soutra destiné aux ménages. Quant à leurs doléances, André Ekponon les a rassurés. Toutes vos préoccupations seront transmises à la hiérarchie afin que des solutions appropriées leur soient trouvées. Cependant, dès à présent, je voudrais vous dire que des instructions seront données au directeur régional de l'hydraulique
à l'effet de prendre toutes les dispositions diligentes pour mettre en bon état de fonctionnement les pompes villageoises. À chaque célébration, en hommage aux travailleurs disparus ou décédés, une gerbe de fleurs est déposée au monument aux morts à la préfecture de Korogo. 1er mai sous haute tension en Turquie. En ce jour de la célébration de la fête du travail, la police turque a arrêté des dizaines de personnes qui essayaient de défiler pour le 1er mai à Istanbul, malgré une interdiction de manifester édictée pour cause de pandémie de coronavirus. La Turquie a mis en place un confinement strict depuis le 29 avril à cause d'une troisième vague épidémique qui tue un nombre record de malades chaque jour. Au moins 394 personnes sont mortes du coronavirus hier vendredi, selon les autorités turques. On en arrive à notre grand format consacré aux jeunes en milieu professionnel. Comment les travailleurs passent-ils cette période de Ramadan? Réussissent-ils à allier jeûne et travail? Mois de Ramadan, quel impact sur le rendement? Bénéficient-ils de faveur de la part de leur supérieur hiérarchique ou employeur? Élément de réponse avec Walter Amadou Ouattara. Mécaniciens automobiles ou ferronniers, ces hommes de métier fournissent des efforts physiques et techniques afin d'assurer leur engagement vis-à-vis de la clientèle. Et ce n'est pas toujours aisé en période de jeûne du Ramadan. Maintenant, on respecte plus l'heure de la prière, tout ça. Parce qu'après midi 13h, on se repose, on va prier, on se repose pour 1 heure du temps. Et on reprend encore le travail. Après 16h, on travaille un peu, on se repose. Jusqu'à 17h30, on arrête le travail. Si les moins âgés disent tenir le coup, dans la commune d'Adjamé, ce chef garagiste de 63 ans s'appuie sur son expérience pour jeûner. On arrive à travailler parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Ça nous fatigue, mais néanmoins, on est obligé de faire dans le travail. Si le soleil arrive, ça nous fatigue un peu. Le moment des jeûne, je n'ai même pas de problème de maux de tête ou autre. Ça améliore ma santé, quoi. Un peu plus loin, nous sommes à la grande mosquée du plateau. Des fonctionnaires quittent leur bureau pour prendre part à la prière de 13h30. Moi, j'ai la chance parce que la pause, généralement, c'est dans la même période, c'est-à-dire entre midi et 14h30. Donc, c'est ça, on utilise en fait pour essayer de venir faire la prière et toujours courir en fait pour rattraper le temps, pour ne pas dépasser ça. Sinon, personnellement, c'est pas si prenant que ça. Les choses semblent faciles pour les hommes. Ce n'est pas toujours le cas chez la femme musulmane. En service à la direction des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur, Oumou Diallo arrive à son poste aux heures normales de travail après un réveil à 3h du matin pour le repas familial. Quand tu fais le jeûne, d'abord tu te réveilles à 3h du matin pour faire le repas qu'on appelle le saoul. Il y a des maris compliqués qui veulent de nouveaux plats, ils ne veulent pas du réchauffé. Et quand tu finis de faire ça, tu vas te coucher, tu n'as même pas le temps de te reposer, il faut être au bureau à 7h30. Et à 7h30, il faut rentrer encore quelquefois avec l'embouteillage, on rompt le jeûne sur la route. Toujours dans la cité des affaires, dans cette entreprise privée, des mesures particulières sont prises pour faciliter la tâche au personnel jeûneur. Nous avons tenu une réunion en leur informant que voici, il y a le mois de Ramadan qui arrive très bientôt. Et nous vous demandons quand même de vous accommoder, travailler en équipe. Et c'est ce qui est important chez nous ici. Aménager les horaires du travail. Pour ceux qui sont musulmans, ceux qui jeûnent, pour qu'ils puissent arriver au bureau à 9h à 9h30. Et qu'ils puissent descendre plutôt à 15h à 15h30. Je vois que le mois de Ramadan a apporté encore plus de productivité que les mois précédents. Une mesure approuvée par les agents chrétiens et musulmans. Le manager est très cool avec nous sur ce point-là, vraiment, parce qu'il comprend la situation, il sait que le jeûne n'est pas du tout facile. Il y a les périodes nocturnes qui sont là, il y a le fait de ne pas manger, de ne pas boire, les distances parcourues pour venir au travail, donc on a une certaine flexibilité, voilà, à ce niveau-là. Pendant le mois de carême chrétien, il y a des faveurs aussi, voilà, et même ceux qui ne sont pas chrétiens ont ces mêmes faveurs-là, voilà, à savoir il y a moins de stress. On n'est plus trop à l'heure, le boss permet ça. En plus de ça, on descend très tôt. On fait des partages de tâches toujours. Il n'y a aucun poids
sur les chrétiens par rapport aux trucs musulmans. Pour le guide religieux, l'islam ne fait pas la promotion des partisans du moindre effort. Le jeûneur travailleur doit, autant que faire se peut, mettre à l'idée qu'il est en jeûne pour Allah, mais il est au travail en service pour la société. Et le musulman, il se rend toujours serviable, utile où qu'il se trouve. Du coup, l'acte d'adoration que constitue le jeûne ne doit nullement lui être une excuse, une justification quelconque pour empiéter ni sur le temps de travail, la masse horaire, ni sur la qualité du travail, ni sur la quantité du travail. Parce que c'est un engagement, l'activité de jeûne devait pouvoir nous amener à nous ouvrir, à être jovial, courtois, sympathique avec tout le monde, pour que cela ne donne pas l'impression que le jeûne est un fardeau, est une pénitence, est une punition. Quatrième pilier de l'islam, au plan spirituel, le ramadan est une occasion pour se rapprocher davantage de Dieu et mériter son pardon. C'est également un moyen d'acquérir une bonne santé. Allier l'activité professionnelle au jeûne du ramadan n'est pas très souvent facile pour certains musulmans. Mais pas impossible pour d'autres. Le jeûne fortifie, dit-on. La communauté musulmane est donc en jeûne en ce mois de Ramadan, un moment de spiritualité qui invite au partage et à la solidarité. C'est justement pour soutenir cette communauté que le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a fait don de 40 tonnes de vivres dans la région du Hambol. Une caravane a sillonné Katiola, Niakara et Dabakala pour la remise, nous rapporte Kader Sogodogo. Du sucre, du riz et du lait, 40 tonnes de vivres au total. C'est le don du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Pogaba Kamara, à la communauté musulmane de la région du Hambol qui observe le jeûne du Ramadan. C'est une période où le partage, le pardon et les prières. Le ministre qui a très peur de sa population ne peut pas rester insensible. C'est pour ça qu'il nous a délégués, nous a envoyés pour venir faire sa population, pour les soutenir dans ce mois de carême qui génère vraiment beaucoup de dépenses. Partage et solidarité, des vertus prônées par le Saint-Coran, d'où la joie des bénéficiaires. Nous sommes heureux de ce don. Tous les musulmans, on n'a qu'à avoir beaucoup de prières pour le pays, pour le président de la République et pour tous les ministres. Donc pour que la Côte d'Ivoire n'a qu'à vivre en paix. La caravane de la solidarité, initiée par le ministre Thomas Pogaba Kamara, n'est pas à sa première édition. Chaque année, les dons sont acheminés à Dabakala et Niakara, après Katiola. Voilà, on reste solidaire et surtout mobilisé contre la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. Restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ce samedi, on dénombre en Côte d'Ivoire 78 cas positifs sur 2566 échantillons prélevés, soit 3% de cas positifs, 56 nouvelles guérisons, 0 décès, 246 cas actifs, 158 981 personnes vaccinées à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres en observant les gestes barrières. Et la lutte contre le coronavirus s'accentue dans notre pays. Le déploiement des sites de vaccination à l'intérieur du pays se poursuit. Désormais, les populations de la région du Hambol ont accès gratuitement aux vaccins. À Katiola, le chef-lieu a servi de cadre pour ce lancement. Kader Sogodogo. Le contenu de la seringue est déversé dans le corps du préfet de Katiola, préfet de la région du Hambol, Kwame Bikalou. C'est officiel. La vaccination contre la Covid-19 est désormais une réalité à Katiola et dans toute la région du Hambol. Je pense qu'ils ont eu les informations utiles, en plus des informations sur le vaccin, et puis comment les choses vont se passer après, le nombre de doses qu'il y a à donner. Nous avons reçu 200 doses et les cibles prioritaires, donc il y a force de l'ordre, enseignants, corps médical et puis les personnes âgées et surtout qui portent des maladies chroniques.
En donnant l'exemple, le préfet de la région du Hambol indique la voie à suivre à ses administrés. En tant que première autorité, il m'appartenait quand même, dans le cadre de cette mission de sensibilisation, de donner l'exemple pour que les populations sachent qu'elles n'ont rien à craindre de ce vaccin et surtout qu'elles sachent que nous œuvrons pour sa protection. 2 doses à l'intervalle d'1 mois suffisent pour être protégés contre la Covid-19. La vaccination est gratuite et est une exigence dans de nombreux pays à travers le monde. Voilà, nous partons maintenant pour la région de la Nawa. Le préfet des régions, Koné Messamba, est en train de sensibiliser les populations afin qu'elles puissent porter le casque et éviter les accidents de circulation. Cette action est menée de façon conjointe avec les unités de gendarmerie et de la police de la ville de Soubré, chef-lieu de la région. Jean Magagui pour le reportage. Après la sensibilisation, place maintenant à la répression. C'est tôt le matin que les éléments de l'escadron de la gendarmerie et de la police de Soubré ont investi les différentes artères de ladite ville. Objectif, lancer l'opération Zéro moto sans casque, initiée par le préfet de région, Messamba Koné. Supervisée par les commandants d'unité, les forces de sécurité passent au contrôle de routine. L'opération porte déjà des fruits et les populations y adhèrent. L'opération est bienvenue parce que moi j'étais victime d'un accident où vous voyez la blessure au pied là. Je n'avais pas porté de casque. Voilà, donc c'est une bonne chose que le préfet ait pu mettre ça en vigueur. Quand tu te protèges aujourd'hui, en cas d'incident, au moins tu as 90% de chances de ne pas avoir le crâne fracturé. Et je pense que c'est très bon. Moi, je sais qu'il était en voyage. Donc ma fille est malade, je l'envoie à Delwa. Donc moi je n'ai pas en courant de ça là. En courant de maintenant on va porter casque. L'on enregistre dans la région de la Nawa 185 accidents d'engins à 2 roues par an selon les forces de l'ordre. Après 2 années de fonction dans la localité, le préfet se dit prêt à lutter contre ces accidents de la circulation. Après 2 ans donc à Soubré, je constate que nous sommes nargués, les forces de sécurité sont narguées, les gens continuent de rouler n'importe comment et il y a des morts. J'ai donc donné l'ordre aux forces de sécurité de procéder ainsi jusqu'à ce que les uns et les autres arrêtent donc de rouler de cette manière dans la ville et de porter leurs casques. 250 motocyclistes ont déjà été interpellés pour défaut de casque dans la ville de Soubré. L'opération Zéro moto sans casque s'étendra dans les autres villes de la région de la Nawa. Le gouvernement ivoirien a offert un dîner d'adieu en l'honneur de l'ambassadeur de la Mauritanie en Côte d'Ivoire. La diplomate mauritanienne en fin de mission quitte notre pays pour d'autres fonctions. Laure Goretti, Abou Sanogo. Un toast en guise de revoir pour Val Soueina, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Elle part de la Côte d'Ivoire après 2 années de mission. Au cours de ce dîner organisé pour l'occasion, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, a salué la carrière de Val Soueina, puis lui a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance pour ses actions de coopération pendant sa mission en terre ivoirienne. Madame l'ambassadeur, voici venue la fin de votre séjour en Côte d'Ivoire. Vous vous êtes engagé à suivre les sillons tracés par vos prédécesseurs tout au long des 56 années de coopération historique, fraternelle et amicale entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire et à œuvrer au renforcement de la coopération si fructueuse qui existe entre les 2 pays. Val Soueina a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national ivoirien. La diplomate mauritanienne a en retour traduit sa gratitude aux autorités et au peuple ivoirien pour l'hospitalité durant sa mission. La Mauritanie et la Côte d'Ivoire ont établi des liens profonds et continus depuis plus d'1 siècle, où la communauté mauritanienne bénéficie du soutien et de l'accueil de toutes les composantes du peuple ivoirien. Je quitte votre pays, riche d'une expérience inoubliable, avec la conviction que les liens noués pendant ce séjour résisteront à l'usure du temps et à la distance. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République islamique de Mauritanie se sont renforcées après l'indépendance et les 2 pays totalisent 56 années de coopération. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h.
Désiré Kofi Gado est connu sous le nom de Desgad, était virtuose de la musique gaz dans notre pays. Il est décédé le 30 avril 2014, coïncidant ainsi avec la célébration de la Journée internationale du gaz. Et notez qu'à l'occasion du 7e anniversaire de son décès, Tirbus Kofi, journaliste, écrivain et musicien, lui a rendu un hommage à travers un concert de gaz dans la commune de Makori. Avant de passer à l'entretien avec notre invité de la page culture, je vous invite à revoir ce résumé fait par notre confrère Franck Wadio concernant donc l'ouvrage d'Ali Ouattara sur le mariage d'amour ou mariage de raison Côte d'Ivoire, CPI. Informer, décrire, réconcilier avec l'histoire et faire l'état des lieux de cette relation tumultueuse entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale, CPI. Côte d'Ivoire, CPI, mariage d'amour ou mariage de raison. Ali Ouattara, enseignant et expert des questions de droits de l'homme, livre sa part d'éclairage. L'essai proposé est un condensé d'expériences vécues par la trentaine d'années d'activisme de l'auteur dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Pour revenir au contexte, l'auteur le rappelle. C'est le travail de plaidoyer de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale dont fait partie l'auteur qui a amené la Côte d'Ivoire à ratifier le texte fondateur de la CPI, un plaidoyer qui argumentait l'incapacité du pays à juger les crimes graves commis sur son sol. La démarche d'Ali Ouattara est dès lors didactique. La compréhension du statut de Rome et les subtilités constitutionnelles qui en ont favorisé la ratification, la situation de la justice ivoirienne après la crise post-électorale, les jeux d'intérêt, en somme, un livre pour ouvrir à plusieurs champs d'analyse. Et nous sommes en compagnie de notre invité. Je vous retrouve avec plaisir, M. Ali Ouattara, pour parler de votre ouvrage Côte d'Ivoire, CPI, mariage d'amour ou de raison. Alors, vous évoquez dans votre ouvrage la souveraineté des États partis qui sont dotés de juridictions capables de juger les crimes commis sur le sol. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui justifie la création de la Cour pénale internationale? Bien, vous savez qu'après la guerre mondiale, il y a eu beaucoup de... Durant la guerre mondiale, il y a eu beaucoup de crimes, d'atrocités qui ont été commises, donc des crimes de masse. Et il y a eu des juridictions qui ont été créées par le Conseil de sécurité. Et donc, il fallait à un moment donné qu'il y ait des juridictions permanentes. Les juridictions qui ont été créées par le Conseil de sécurité étaient limitées dans le temps et dans l'espace, notamment dans le cas de l'ex-Yougoslavie, on prend le cas du Rwanda, etc., etc. Et donc, par conséquent, il fallait trouver une juridiction internationale permanente où les États pouvaient adhérer de façon libre, de façon indépendante. D'accord. Alors, quels sont les types de crimes qui relèvent de la CPI? Bien, nous avons plusieurs types de crimes qu'on peut trouver dans l'article 5 du statut de Rome de la CPI. Il s'agit de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, les crimes de génocide, également les crimes d'agression qui ont été adoptés dernièrement. Et il faut aussi dire que c'est une juridiction qui permet à l'État d'exercer sa juridiction sur place. Et c'est une juridiction qui est complémentaire. Donc, ça veut dire que la primauté... Les juridictions nationales et les juridictions internationales. Voilà, donc, ça veut dire que les juridictions nationales ont la primauté. C'est lorsqu'elles sont défaillantes, lorsqu'on n'a pas la capacité, que la CPI intervient. Donc, ce n'est pas parce qu'on a ratifié le statut que forcément la CPI vient s'immiscer dans les affaires de l'État. C'est lorsque l'État n'a pas la capacité juridique de pouvoir juger les crimes qui sont compétents de la CPI, que la CPI intervient. D'accord. Alors, combien de dossiers arrivent-ils devant la CPI? Bon, mais il y a plusieurs modes de saisine. Il y a d'abord l'État parti qui peut demander à ce qu'une enquête soit ouverte dans son pays. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. C'est le cas de la RDC, c'est le cas de la SCA, etc. Il y a également le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut pouvoir, auprès du procureur, pour demander qu'il y ait une enquête. Très souvent, c'est les États qui ne sont pas États partis. On a le cas de la Libye, on a le cas, par exemple, du Soudan. Il y a également le proprio Moutou, qui dit l'initiative vient de la procureure. Donc, le tout saisissement de la procureure, on a par exemple le cas du Kenya. D'accord. Voilà différents modes. Maintenant, il y a une exception pour le cas de la Côte d'Ivoire, comme il faut le dire, parce qu'en n'étant pas État parti, la Côte d'Ivoire a activé l'article 12.3 du statut en 2003 pour demander que la CPI vienne enquêter en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme si c'était une ratification ad hoc, en fait. Comme en 2013. En 2003, 15 février 2003. Voilà, ouais. Le 15 février 2003 d'abord, c'était la déclaration qui a été faite au greffe
D'accord. Demander que la Côte d'Ivoire reconnaisse les compétences juridictionnelles de la Cour. Ensuite, en 2013, le 15 février 2013, la Côte d'Ivoire a encore ratifié. C'est en cela que le premier mariage, c'est le mariage 2003. Et puis ensuite, il y a un deuxième mariage qui est de 2013. Un mariage d'amour ou de raison, vous allez nous dire, vous allez répondre à la fin. Mais pour l'heure, on veut connaître les affaires traitées par la CPI. Pourquoi ces affaires-là durent-elles aussi longtemps? Bien, vous savez que ce sont des juridictions internationales. La CPI est basée pratiquement sur la coopération des États. Le chapitre 9 du statut l'évoque pleinement. Et donc, il faut amener des enquêteurs sur le terrain et il faut la coopération des États. Deuxièmement, il y a plusieurs phases. Il y a la phase préliminaire, il y a la confirmation des charges, il y a la présentation du suspect, il y a également les procès. C'est très long, en fait. Nous-mêmes, nous découvrons cela et on espère qu'avec le temps, peut-être que la CPI, dans son bilan, va tenir compte de la longueur de ces procès et pour que vraiment les suspects puissent savoir leur sort un peu plus tôt. D'accord. Alors, l'indépendance de la justice, vous le savez, est au cœur de tous les débats, tant au plan national qu'international. Alors, comment peut-on soustraire la CPI de l'influence de ceux qui assurent son financement? Bien, ce sont les États partis. Donc, quand on dit, ce n'est pas qu'il y ait des puissances particulières qui assurent financement à la CPI. Vous vous souvenez, l'ancien président américain Donald Trump qui avait autorisé des sanctions économiques contre des responsables de la Cour pénale internationale qui viennent d'être levés. Oui, par son successeur. On n'en parle pas d'ailleurs, c'est ça qui est dommage. Nous, on avait fait les plaidoyers auprès des États-Unis pour lever ces sanctions. Et les sanctions ont été levées. Mais malheureusement, la presse ne prend que les scoops, en fait. La presse en parle plus. Dans tous les cas, mais il avait ordonné les sanctions contre la CPI. Ils ne sont pas États partis, en fait. D'accord. Les États-Unis ne sont pas États partis. Les États-Unis avaient signé sous l'ère Clinton. Et puis, à un moment donné, quand le père Bush est venu, il a désigné, en fait, la signature. Donc, ils ne sont pas États partis, en fait. D'accord. Mais le dilemme, c'est que les États partis sont membres du Conseil de sécurité. Et c'est à cela qu'il a le débat. Puisque le Conseil de sécurité est une structure très politique et le Conseil de sécurité peut demander à ce que la CPI enquête dans un État. D'accord. Et la CPI, vous le savez, souffre d'une mauvaise réputation en Afrique. Oui, évidemment, aujourd'hui, il y a une mauvaise perception. Nous sommes d'accord qu'il y a une mauvaise perception. À tel point que certains États se sont retirés, notamment le Burundi. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, bon, ce n'est pas retiré. Le Parlement n'a pas mais qui avait annoncé son retrait. Et il y a beaucoup de pays également qui avaient dit qu'ils allaient le faire sous l'impulsion de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, quand on voit que la grande majorité de ces États-là sont restés, il n'y a que le Burundi seul qui est parti, ça dit beaucoup de choses, que c'est une juridiction vraiment qui a besoin d'être là. Son existence est vraiment nécessaire pour la justice dans le monde, la lutte contre l'impunité. Alors, plus de 20 ans après, donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir concernant le bilan? Que peut-on dire du bilan de la CPI? Quel est son impact? Et surtout, son image au niveau mondial? Bien, il faut dire que l'existence de la CPI est un atout. Parce que le fait que la CPI existe, c'est un volet dissuasif. Aujourd'hui, on sait que la CPI existe. Donc, les dirigeants des États, ceux qui veulent commettre des crimes graves, ils font ça 2 fois avant de commettre ces crimes-là. Donc, il y a le bilan mitigé, en fait. Il y a le volet répressif, où il y a des acquis et des déceptions. Et il y a le volet dissuasif qui, à ce niveau-là, ça marche en fait. Donc on va dire par exemple qu'au niveau de la répression, parce que la CPI a 2 volets, il y a le volet répressif et le volet dissuasif. Au niveau du volet répressif, c'est qu'il y a eu des condamnations. Mais l'image au niveau de l'Afrique, vous le savez, on a l'impression que c'est une juridiction internationale pour la plupart. Disent qu'on a l'impression que c'est une juridiction internationale contre l'Afrique. Et cette image-là se diffuse de plus en plus. Je dis qu'il y a une mauvaise perception qui a été diligentée par beaucoup de chefs d'État, on dirait des syndicats de chefs d'État en griffe, parce que ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui ont accepté en majorité que la CPI vienne dans leur pays, qui ont accepté à être État parti. Quand on prend le nombre d'États partis africains, c'est le plus grand nombre en fait. Quand on prend l'État parti au niveau de la CPI, les Africains sont les plus nombreux. Est-ce que c'est parce que vous a mené à poser cette question, Mariage d'amour? Oui, c'est ça, parce que... Pour des raisons. Oui, c'est ça, c'est l'une des raisons. En fait, je lance le débat, en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'États africains ont accepté que la CPI vienne enquêter dans leur pays. Ils ont accepté d'être État parti. Et lorsqu'il y a les enquêtes qui se mènent à un moment donné, quand l'enquête tourne autour des proches de ces personnes-là, les gens se débilent, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, ils disent non, mais on ne veut plus la CPI. Voilà, donc il y a cela. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'à un moment donné, il y a beaucoup plus d'enquêtes en Afrique, ça il faut le connaître. Il y a beaucoup d'enquêtes en Afrique. Aujourd'hui, il y a la Géorgie, il y a l'Israël, il y a beaucoup d'autres pays, la Palestine, où la CPI commence à mener des enquêtes. Mais il y a cela,
on va dire encore une fois que ce sont la majeure partie des États africains qui ont demandé que la CPI vienne enquêter. En dehors, comme je l'ai dit, du Kenya, où c'est la procureure qui a fait l'autosaisine, en dehors de la Libye et du Soudan, où c'est le Conseil de sécurité, la CPI et les autres États, c'est eux-mêmes qui ont demandé que la CPI vienne. Donc on ne comprend pas qu'à un moment donné, les gens disent, bon, la CPI, c'est pour les grandes puissances. D'accord. Alors, le but de la CPI est fondamentalement la paix. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quelle corrélation avec la cohésion dans les États, on va dire avec les États africains notamment? Oui, en fait, la CPI a été créée d'abord pour lutter contre l'impunité. C'est la dernière question. Voilà, pour lutter contre l'impunité. D'accord. Donc, cette impunité-là permet d'avoir la justice, connaître la vérité. Et donc, ça permet d'avoir la réconciliation. Ça permet d'avoir une paix durable. Ça permet d'avoir une cohésion sociale durable. C'est ça, en fait. Donc, si on part de ce principe-là, nous disons que la justice est le gage de la paix, la justice est le gage de la réconciliation, la justice est le gage d'une cohésion véritable. Et on souhaite justement cette cohésion dans tous les États africains. On célèbre justement cette cohésion dans notre pays. Il y a le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo bientôt et le président de la République, on l'a entendu, qui a annoncé que les frais de voyage de l'ancien président ivoirien, de toute sa famille, seraient pris en charge. On va terminer avec votre citation phare en 2 secondes. L'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. L'impunité est un encouragement à la récidive pour les bourreaux. L'impunité est un encouragement à la vengeance des victimes. Sachant que tout Africain, tout individu, tout citoyen est une potentielle victime. Merci. Encore, la CPI a été créée pour les victimes, faisant en sorte qu'il y ait moins de victimes dans nos différents États. Merci beaucoup, M. Ali Ouattara. Merci d'avoir été avec nous. La question reste toujours posée. Mariage d'amour ou des raisons? Chacun y va de son compte. On va lire donc l'ouvrage et puis tirer la conclusion à notre niveau. Merci d'avoir été notre invité de la page culture ce soir. Je vous remercie. Là, ne décrochez pas. Après ce journal, suivez Voice Afrique francophone, aussi RTI 1, pas de dernier journal, donc à 23h en raison de cette belle émission que je vous invite à suivre, Voice Afrique francophone. Passez une très très belle soirée. Demain 20h, retrouvez Kolo Klubali. Et moi, je vous dis, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous.